Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. 8h16 sur Radio Classique et LCI. LCI, nous retrouvons nos amis de LCI, particulièrement joyeux ce matin, après donc la décision du CSA de mettre LCI sur la TNT gratuite. Notre invité, Axelle Lemaire. Bonjour Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Bonjour. Et vous êtes à la une de l'actualité avec la loi sur le numérique qui a été adoptée au Conseil des ministres, qui est maintenant en étude à la Commission et qui passe donc devant les députés au début janvier. Une loi sur le numérique, donc une loi qui traite de neutralité du net, de transparence, de loyauté, de data. Comment la définir en quelques mots ? Pourquoi cette loi ? Alors, je crois qu'il faut rassurer. Il faut rassurer nos concitoyens qui sont internautes, qui utilisent Internet, notamment sur l'usage qui peut être fait de leurs données personnelles et du respect de la vie privée en ligne. Il faut rassurer sur la capacité des acteurs économiques français à peser dans le monde du numérique au niveau international. Et pour cela, favoriser ce qu'on appelle l'économie de la donnée, qui est un peu l'or noir du 21e siècle. Donc nous ouvrons beaucoup les données qui sont produites par les acteurs publics pour favoriser l'innovation, en plus de la transparence de l'action publique. Et puis il n'y a pas de numérique sans inclusion, de numérique pour tous. Donc il y a des mesures aussi à fort caractère social, comme le maintien à la connexion à Internet pour les foyers les plus fragiles. Alors on va revenir sur le détail de ces mesures. Peut-être un mot sur le fait que cette loi, il y a un côté co-construction, puisqu'il y a eu une consultation en ligne pour la définir, pour la préciser. Tout à fait. C'est la première fois, on s'est dit, voilà, c'est le numérique, c'est l'occasion. Et donc le texte a été mis en ligne avant la saisine du Conseil d'État, avant sa présentation au Conseil des ministres, pour que, là aussi, les internautes puissent non seulement le commenter, mais le modifier, voire ajouter de nouveaux articles. Ça a été le cas, parce qu'au final, il y a eu 2,5 millions de pages vues, près de 150 000 votes sur le texte, plus de 21 000 contributions. Et puis, le texte a été modifié 90 fois. Il y a eu 5 nouveaux articles complètement neufs ajoutés, grâce à cette intelligence collective qui a consisté pour le gouvernement à reconnaître qu'il n'avait pas l'exclusivité de la science et du savoir sur ce sujet et qu'il fallait se reposer aussi sur nos concitoyens. Alors revenons sur ce que contient cette loi. Vous l'avez dit, il y a le développement de l'économie de la donnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'open data des administrations, des entreprises publiques. Concrètement, comment ça va se traduire et quel est l'intérêt ? Alors très concrètement, nous inversons un principe d'ouverture des données qui sont produites par les administrations. Cette ouverture devra se faire par défaut. Ça veut dire que, c'est-à-dire que automatiquement, toutes les entreprises, tout le monde pourra aller consulter les données de l'État et des administrations. Les données, ou en tout cas les données les plus essentielles qui représentent un intérêt pour les entreprises et pour les citoyens. Et donc l'inversement de ce principe, c'est aussi un inversement culturel. On passe d'une administration du secret à une administration qui s'ouvre, qui rend des comptes. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, avoir accès à ces données, notamment pour les jeunes entreprises innovantes, c'est une clé pour produire des nouveaux services innovants. Donc c'est là une garantie de positionner la France comme un leader dans cette économie de la data, de la donnée. Autre question qui est assez sensible, c'est celle de la protection des données personnelles. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi ? Alors, il y a l'Europe d'ailleurs qui vient s'en occuper de cette même question. Exactement. Avant-hier, je crois, a été adopté le règlement européen sur les données personnelles entre le Conseil européen, donc les États membres, et le Parlement européen. Il s'agit ici de faire une articulation fine avec ce travail qui est mené par le gouvernement français à Bruxelles. Sur ce qu'on appelle le droit à l'oubli, la mort numérique, etc. Alors la mort numérique, il s'agit de demander aux grandes plateformes, aux réseaux sociaux sur lesquels on s'inscrit, de recueillir le consentement des inscrits pour savoir ce qui sera fait de leurs données personnelles en cas de décès physique. Donc c'est important, notamment par rapport aux ayants droit, aux héritiers, de clarifier le droit sur ce point. Il y a la confidentialité, non ? Tout à fait, la confidentialité des courriers électroniques. Bizarrement, les courriers postaux
le papier en dur, est très protégé par ce principe de confidentialité. Ce n'est pas le cas en droit civil jusqu'à présent pour les courriels, pour la messagerie électronique. Donc nous étendons l'application de ce principe au courrier électronique. Vous avez évoqué tout à l'heure un volet solidarité. De quoi s'agit-il ? Alors, essentiellement 3 points. Le maintien à la connexion à Internet pour des personnes qui seraient dans l'incapacité ponctuelle de régler une facture, comme c'est le cas pour le gaz, l'eau et l'électricité, c'est-à-dire que nous considérons qu'Internet devient un bien essentiel. Et on n'aura pas le droit de couper l'accès à Internet. Voilà, de manière ponctuelle, mais il y aura un transfert vers un fonds de solidarité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, des enfants qui n'ont pas accès à Internet ne peuvent pas faire leurs devoirs. Un demandeur d'emploi ne peut pas avoir accès aux offres publiées en ligne. Il sera de moins en moins possible de ne pas payer ses impôts en ligne. Donc, vous voyez, c'est avec la dématérialisation des services publics, ça devient une nécessité absolue. Et puis sinon, il y a des dispositions qui concernent les personnes en situation de handicap pour assurer une plus grande accessibilité des outils numériques. Et il y a un 3e volet, ce sont les territoires pour que le numérique arrive partout en France, parce qu'on constate des inégalités entre les grandes villes. Aujourd'hui, oui. Tout à fait. Donc nous accélérons le déploiement du numérique dans tous les territoires, y compris les zones rurales. Vous voulez créer un environnement favorable aux nouveaux entrants, une neutralité du net, une société numérique ouverte, ça veut dire ? Bien, je crois qu'on est à un moment de l'histoire d'Internet où il y a des tentations de repli, de fragmentation, notamment régionale, notamment de la part d'États autoritaires qui ferment Internet. Et puis de l'autre, il y a une tentation de très grand libéralisme où, parce que ça serait virtuel et dans la sphère Internet, on pourrait absolument tout faire et la loi nationale ne s'appliquerait pas. Eh bien, la position de la France, qui est aussi celle de l'Europe, elle est intermédiaire. Nous prenons un Internet qui soit ouvert, transparent, international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de demander aux géants de l'Internet un principe de loyauté, notamment plus de transparence dans l'information à destination des consommateurs, aussi plus d'authentification possible des avis laissés par les internautes quand on réserve, je sais pas moi, une place de spectacle, un restaurant, un hôtel. Il faut savoir si les avis donnés en ligne sur des plateformes de recommandation sont des robots qui les donnent, ou les vendeurs eux-mêmes, ou si ce sont bien des acheteurs qui les ont donnés. Tout ça, ça participe de la loyauté. Oui, mais l'esprit d'Internet, c'est la liberté. En faisant comme ça une loi, en mettant des règles, est-ce que vous n'allez pas contre cet esprit d'Internet ? Au contraire, ça s'appelle d'ailleurs la loi pour la République numérique. La République, c'est un cadre qui est nécessaire pour avoir une liberté encadrée par des droits et des obligations. Et c'est le cas. Il fallait actualiser le cadre juridique qui ne l'avait pas été depuis 2004. À l'heure où les technologies numériques se développent si rapidement, notre logiciel était un peu dépassé. Tout ne marche pas bien dans l'économie française, on le sait, mais on dit qu'il y a une chose qui fonctionne plutôt, c'est les start-up de la nouvelle économie, c'est vrai ? Et pourquoi ? Oui, c'est vrai. L'économie numérique, de manière générale, qui tirerait au moins pour le tiers la croissance française en 2015, et on sait que cette évolution est durable et va s'accroître plus encore. Eh bien, pourquoi les start-up françaises marchent bien ? D'abord parce qu'on a les bonnes têtes, parce qu'on a les ressources humaines, en particulier les ingénieurs qui, partout en France, peuvent venir créer l'innovation. Et puis, il y a des politiques publiques très proactives sur ce sujet, notamment du financement public, ce qui n'est pas le cas forcément ailleurs, avec la BPI, la Banque publique d'investissement, qui intervient beaucoup dans ce qu'on appelle la phase d'amorçage, en amont, lorsqu'il s'agit de donner le premier coup de pouce aux startups pour qu'elles trouvent des financements qui leur permettent de se lancer. Et donc, oui, on verra très bientôt à Las Vegas, au Consumer Electronic Show, qui se tiendra début janvier. Il y aura de nouveau une très forte présence de la délégation française, des startups innovantes, qui très certainement vont remporter beaucoup de prix. Un mot de politique, l'après-régional. On a dit le soir des résultats qu'il fallait que le monde politique change, on parle de recomposition, de majorité d'idées, de pacte entre la majorité et l'opposition sur un certain nombre de questions. Vous y croyez ? Alors que le monde politique doit changer, j'en suis absolument persuadée. Comment ? Dans quel sens ? Que l'action publique de manière générale doit changer. Mais parce que je pense qu'il faut qu'on évolue vers une démocratie permanente. C'est-à-dire que nos concitoyens ne se satisfont plus de donner leur avis une fois tous les 5 ans, par exemple. Ils ont notamment envie d'être consultés. Je crois que la consultation que j'ai opérée sur le projet de loi numérique, c'est modestement
une tentative, voilà, de renouveler les méthodes pour être plus connectés avec nos concitoyens, pour savoir ce qu'ils pensent et pour les écouter. Après, je pense qu'il faut plus de renouvellement de la classe politique aussi, et donc pour cela, ouvrir les partis politiques qui restent néanmoins incontournable dans l'organisation du débat politique, mais il faut plus s'appuyer sur la communauté citoyenne, sur les réseaux sociaux, sur des mouvements et des élans qui sont peut-être plus ponctuels, mais qui ne sont pas moins importants. Vous avez vécu longtemps à Londres, en Angleterre. Alors, un mot sur le Brexit, donc la menace que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Vous y croyez, vous le craignez ? Alors, ça serait une catastrophe, tant pour le Royaume-Uni que pour l'Europe et la France. Pourtant, les sondages, pour l'instant, disent qu'une majorité de Britanniques seraient en faveur du... Les sondages sont très serrés, effectivement. 50-51% des Britanniques seraient favorables à une sortie de l'Europe. C'est très paradoxal parce que, par exemple, cette proportion a augmenté depuis les attentats de Paris, alors même qu'on sait très bien que pour lutter contre le terrorisme, pour assurer une sécurité, il faut une coopération très grande entre les États européens. Il y a beaucoup d'irrationnel dans tout ça et David Cameron est dans une position très inconfortable parce qu'en réalité, il y a une pression, oui, je crois, il y a une pression de son opinion publique qui est extraordinairement forte, mais il se heurte quand même à Bruxelles à beaucoup de réticences exprimées par les autres États membres, notamment par Angela Merkel et l'Allemagne, en particulier sur une disposition qui reviendrait à contredire la libre circulation des travailleurs parce qu'il voudrait imposer aux Européens qui arrivent au Royaume-Uni de ne pas pouvoir bénéficier de prestations sociales pendant les 4 premières années. Ça serait discriminatoire au regard du droit européen. Imaginez qu'on fasse la même chose avec les Anglais qui arrivent en France. Ça, il faudra quand même trouver un compromis. Je crois qu'il faudra trouver un compromis parce qu'il est dans l'intérêt de personne que le Royaume-Uni sorte de l'Europe. Ce compromis, il faudrait en théorie qu'il soit trouvé en février au plus tard puisque David Cameron veut organiser un référendum à l'été prochain. Ça va être compliqué pour lui. Merci Axel Lemaire, bonne journée. Merci à nos amis de LCI. Nous restons sur Radio Classique avec le journal de Sophie Paolini dans un instant.